sergent de vol britannique James Ginger Lacey regardait avec horreur depuis son Hawker Hurricane. Un Heinkel Esche 111 allemand venait de bombarder le palais de Buckingham. La fumée s'enroulait encore vers le ciel. La rage de Ginger monta en flèche, et son Hurricane égala son intensité avec un rugissement assourdissant de son moteur Rolls-Royce Merlin de 1030 chevaux. Quelques instants plus tôt, Ginger avait manqué le Heinkel avant qu'il ne largue ses bombes. Maintenant, il jurait qu'il ne s'échapperait pas. Le Hurricane entra en piqué à 340 miles par heure tout en déchaînant l'enfer combiné de ses 8 mitrailleuses Browning de 7,7 mm vers la formation allemande en fuite. Ginger s'accrocha à sa cible alors que les canons défensifs du Heinkel déchiquetaient les ailes du Hurricane, perforaient son système de refroidissement et projetaient de l'huile sur son pare-brise. Son avion n'était peut-être pas le chasseur le plus rapide ou le plus puissant dans les cieux au-dessus de la Grande-Bretagne, mais Ginger était sur le point de découvrir pourquoi le Hurricane était le plus important de manière inattendue. À 16 ans, James Ginger Lacey se tenait agité dans les champs de Weatherby, dans le West Yorkshire. Sa famille travaillait la terre, mais Ginger n'avait aucun intérêt pour l'agriculture. Ses yeux traçaient l'horizon lointain, scrutant les nuages à la recherche des petites formes d'avions passant au-dessus. Chaque fois qu'il en repérait un, son cœur s'accélérait. Le père de Ginger était ferme. L'agriculture était leur tradition, leur gagne-pain. L'air était pour les oiseaux et pour les garçons avec des rêves insensés. Les disputes éclataient autour de la table de la cuisine, mais Ginger refusait d'abandonner son ambition. Sa mère craignait qu'il ne résiste pas à l'examen médical strict de la RAF. Il était mince, pâle et nerveux, mais Ginger était certain qu'il trouverait son chemin vers le ciel. Sa fille se souvint des années plus tard. Il voulait désespérément rejoindre la RAF, mais son père voulait qu'il soit fermier. À 18 ans, il devint apprenti pharmacien à Leeds, un travail respectable destiné à réconforter sa mère en deuil après le décès de son père. Pourtant, secrètement, à 20 ans, il rejoignit la Royal Air Force Volunteer Reserve en janvier 1937. Cette force à temps partiel formait des pilotes civils qui pouvaient être rapidement mobilisés si la guerre venait. Pour Ginger, c'était idéal, un travail stable pendant la semaine et une formation de vol tous les week-ends à la Yorkshire Flying School à Yeadon. Il apprit rapidement, maîtrisant la navigation, l'acrobatie aérienne et le vol en formation. Au milieu des années 30, son talent était évident et il se qualifia lui-même comme instructeur de vol. En même temps, une autre lutte se déroulait dans les couloirs de la Royal Air Force et les usines de Hawker Aircraft. Les défenses aériennes britanniques étaient dangereusement en retard sur la Luftwaffe allemande croissante. Les escadrons de la RAF dépendaient encore de biplans, des conceptions inchangées depuis la Grande Guerre, lents, fragiles, totalement obsolètes. Les commandants supérieurs hésitaient à adopter de nouveaux concepts, méfiant de la technologie non testée. Le concepteur en chef de Hawker, Sidney Cam, voyait clairement la menace à venir. Contre un scepticisme persistant, il poussa en avant avec une idée de chasseur entièrement nouvelle, un monoplan. Élégant, puissant et innovant, l'avion était un départ radical de la convention. Il présentait un design aérodynamique, un train d'atterrissage rétractable et un moteur Rolls-Royce Merlin d'une puissance inégalée. Nommé le Hurricane, la nouvelle machine promettait vitesse, fiabilité et facilité d'entretien, idéal pour le combat à venir. Le 6 novembre 1935, le pilote d'essai en chef de Hawker, le lieutenant de vol George Bullman, souleva le prototype Hurricane K5083 de la piste. L'avion se révéla instantanément supérieur, rapide, stable et réactif. Bullman nota avec satisfaction qu'il était simple et facile à piloter, un facteur critique pour les pilotes de guerre formés à la hâte. En 1938, les Hurricanes commencèrent à équiper les escadrons de première ligne, leur réputation croissant rapidement parmi les pilotes pour leur robustesse et leur facilité de maniement. La RAF élargit de toute urgence ses rangs, appelant les pilotes aux armes alors que le conflit planait sur l'Europe. Début septembre 1939, Ginger Lacey
reçut l'ordre de se présenter immédiatement au service actif. À la RAF Gravesend, il marcha sur le terrain et les vit alignés, leurs nez pointés vers le ciel, des Hurricanes fraîchement peints et en attente. Il s'avança vers le cockpit, sachant clairement pourquoi il avait refusé la ferme, pourquoi il avait obstinément poursuivi le vol. Ginger Lacey grimpa à bord, prêt à tester son habileté et son courage contre tout ce qui viendrait. Le 10 mai 1940, le sergent Ginger Lacey se tenait près de son Hurricane à l'aérodrome de Béthényville, en France, regardant les bombardiers allemands assombrir l'horizon. Il s'était entraîné pour ce moment, mais l'entraînement n'était rien comparé à affronter un ciel rempli d'avions ennemis. Son escadron, le numéro 501, venait d'arriver avec de jeunes pilotes et des avions non testés. 3 jours plus tard, le premier vol de combat de Lacey arriva brusquement. Ordonné de monter dans le ciel, il surgit en avant avec les gaz grands ouverts, le cœur battant alors que son Hurricane s'élevait péniblement dans les airs. Son vol grimpa rapidement, se précipitant vers Sedan, où les forces allemandes progressaient impitoyablement vers les lignes françaises. Alors qu'ils approchaient de la zone de combat, Lacey repéra une formation d'avions ennemis. Tournant brusquement, il se positionna derrière un bombardier Heinkel E-111. Les mitrailleuses crépitant, ses balles déchirèrent l'aile de l'ennemi. Le Heinkel vacilla, roula et plongea en flammes. Instantanément, Lacey pivota, évitant de justesse les débris. Sans hésitation, il se rapprocha d'un chasseur Messerschmitt Bf 109 escortant les bombardiers. Le pilote allemand ne le vit jamais. La rafale de Lacey toucha le chasseur en plein. La fumée jaillit et le Messerschmitt plongea vers la terre. 2 abattus, et pourtant, le ciel était toujours rempli d'avions ennemis. Lacey commençait lentement à saisir la situation. Ces plus de 1000 heures de vol n'étaient pas que du matériel de vantardise, elles faisaient vraiment la différence sur le champ de bataille. Cet après-midi-là, Lacey retourna dans le ciel, sa confiance montant en flèche. Repérant un Messerschmitt Bf 110 bimoteur, il manœuvra derrière lui. Les commandes réactives du Hurricane lui donnèrent un avantage dans le combat tournant. Une autre rafale précise et les flammes éclatèrent du chasseur ennemi. Sa fille se souvint plus tard, quand il atterrit, personne ne le crut. 3 lors de son premier combat de la Seconde Guerre mondiale. Lacey avait instantanément prouvé sa valeur, et l'avion de guerre qu'il pilotait aussi. Les Hurricanes combattaient sans relâche, révélant à la fois forces et faiblesses. Les pilotes louaient la robustesse de leurs avions, disant que les balles pouvaient passer à travers sans dommages catastrophiques. Les réparations s'avéraient remarquablement simples, souvent effectuées rapidement dans des champs boueux. Le Hurricane dépassait en virage les Messerschmitt Bf 109 plus rapides, permettant aux pilotes des secondes vitales pour viser et tirer avec précision. Pourtant, des problèmes émergèrent. Les pilotes se plaignirent amèrement de l'accélération lente des hélices en bois à 2 pales initialement montées. Des modifications urgentes furent approuvées, renforçant la conception avec des hélices à pas variables à 3 pales, augmentant considérablement l'accélération et les taux de montée. Cette amélioration critique atteignit rapidement les escadrons, améliorant leur avantage de combat pendant le chaos de la campagne européenne qui s'effondrait. La France tombait, tout comme Lacey montait en tant qu'as de combat. Le 27 mai, il abattit 2 autres bombardiers Heinkel EH-111, faisant de lui l'un des premiers as Hurricane de la guerre. Lacey n'était pas étranger à la durabilité du Hurricane, son cadre résilient l'ayant sauvé à plus d'une occasion. Mais sa chance était vouée à s'épuiser. Fin mai, engagé par des chasseurs ennemis, son Hurricane fut criblé de tirs. Puis vint une balle de plus, et cela arriva finalement. Le moteur faiblit, l'avion secoua violemment. Luttant avec les commandes, il s'écrasa durement dans un terrain marécageux. L'impact le stupéfia. L'eau surgit dans le cockpit, submergeant rapidement l'épave. Combattant la panique, il força l'ouverture de la verrière endommagée, avalant de l'air alors qu'il se sortait du chasseur qui coulait. Il échappa de justesse à la noyade, se traînant épuisé sur le sol boueux alors que son Hurricane disparaissait sous la surface. Pour la bravoure montrée au combat, la France décerna à Lacey la Croix de guerre. Mais la cérémonie de remise des médailles n'eut jamais lieu. Les forces allemandes prirent d'assaut Paris le jour où Lacey devait recevoir l'honneur, le laissant les mains vides.
À la mi-juin, les forces britanniques faisaient face à la catastrophe. La France s'effondrait et les aérodromes étaient évacués du jour au lendemain. Fin juin 1940, le sergent Ginger Lassay retourna en Angleterre, rejoignant l'escadron numéro 501 à l'aérodrome de Gravesend. La RAF battue s'était retirée de France, se préparant maintenant à une invasion imminente. Les forces de Hitler se massaient de l'autre côté de la Manche, et la Grande-Bretagne se tenait pratiquement seule. Lassay se sentait épuisé, même avant la reprise des combats. Il se souvint. La principale chose qui reste dans mon esprit maintenant à propos de la bataille d'Angleterre était que j'étais toujours fatigué. Les jours commençaient avant l'aube. Les pilotes dormaient de manière agitée dans des maisons réquisitionnées près de l'aérodrome, attendant anxieusement une sonnerie de téléphone aiguë ou un cri urgent de décollage immédiat. Lassay décrivit vivement la tension de la préparation. Vous prendriez une tasse de thé, un petit déjeuner, vous sortiriez à votre avion, quelques centaines de mètres, vérifieriez l'avion, sortiriez nos parachutes, installeriez nos casques dans l'avion, les accrocheriez sur la colonne de commande et nous mettrions aussi à l'aise que possible en attendant le premier appel. Ils n'attendaient jamais longtemps. Les raids ennemis s'intensifiaient quotidiennement. Les Hurricanes décollaient au combat encore et encore, se battant désespérément pour empêcher les bombardiers allemands de submerger les défenses britanniques. Les Hurricanes n'étaient pas glamour. L'adoration publique appartenait principalement aux Spitfire, élégants, gracieux et photogéniques. Mais pour le Fighter Command, le robuste Hurricane portait le vrai fardeau. Plus facile à réparer et indulgent à piloter, les Hurricanes équipaient près des 2/3 des escadrons de première ligne britanniques. Les pilotes appréciaient la robustesse du Hurricane également. Les pilotes survivaient à des combats aériens et à des crashs qui auraient simplement coûté la vie à bord d'autres cellules. Lassay lui-même survécut à plusieurs atterrissages d'urgence dans des avions endommagés. Cela devint une routine épuisante, exigeante et dangereuse pour la vie, une routine où même les atterrissages forcés étaient attendus. Les pilotes se détachaient de l'émotion, ils apprenaient à voir leurs ennemis uniquement comme des avions dans le ciel. Lassay décrivit les avions ennemis simplement comme des bandits, le code de la RAF pour les cibles non identifiées ou hostiles. Le combat devint impersonnel, vous tiriez sur un avion du mauvais type, portant les mauvaises marques et volant dans notre ciel. On nous avait dit de nous en débarrasser, et nous nous en sommes débarrassés. En septembre 1940, les bombardiers allemands martelaient quotidiennement les villes britanniques. Londres brûlait, les civils se réfugiaient sous terre, et les pilotes de la RAF grimpaient dans les cockpits sous une tension incessante. À l'aérodrome de Gravesend, Ginger Lassay décollait à plusieurs reprises pour intercepter les formations ennemies, s'engageant souvent seul contre de grands groupes. Le 13 septembre, Lassay décolla de toute urgence pour intercepter une formation de bombardiers Heinkel S-111 attaquant le centre de Londres. Les Hurricanes arrivèrent juste au moment où l'un des bombardiers avait largué sa charge utile sur le palais de Buckingham. Plongeant dans la formation, il se rapprocha rapidement, ignorant le feu entrant. Les balles frappèrent son Hurricane alors qu'il tirait de courtes rafales dans le bombardier le plus proche. Le Heinkel frissonna, laissant des traînées de flammes et de fumée en spirale vers le bas. Le tir de retour de l'ennemi endommagea gravement l'avion de Lassay. Des éclats d'obus déchirèrent le cockpit, tranchant son épaule. Son moteur crachotait, les commandes se raidissaient, pourtant, il réussit d'une manière ou d'une autre à faire planer le Hurricane estropié jusqu'à Gravesend. Avec le carburant et l'altitude dangereusement bas, il fut forcé de s'écraser près de l'aérodrome, évitant de justesse d'autres blessures. Alors que les pilotes s'adaptaient, les Hurricanes aussi. La lenteur initiale du moteur fut résolue en introduisant du carburant à un 10 d'octane plus élevé et de nouvelles hélices à vitesse constante à 3 pales, augmentant considérablement la montée et l'accélération. De plus, l'armement s'était considérablement amélioré depuis le premier vol de l'avion. Les Hurricanes transportaient maintenant 8 mitrailleuses Browning 303, délivrant une puissance de feu concentrée immense, particulièrement dévastatrice contre les bombardiers allemands plus lents. Il ne fallait que quelques secondes de tir précis pour envoyer un avion ennemi s'écraser vers la terre. Mais les chasseurs allemands évoluaient aussi, et les Hurricanes ressentaient le lourd tribut. Dans l'escadron de Lassay seul, 17 hommes tombèrent en quelques mois pendant la bataille d'Angleterre.
Les pilotes alternaient constamment, remplacés par des jeunes hommes frais et inexpérimentés. Lacy ressentait vivement le fardeau émotionnel. Dans l'une des chambres, il y avait 4 sergents, moi-même et 3 autres. Après un moment, je devins très conscient que dans certains des autres lits, il y avait eu 3 sergents, dans d'autres, 2. J'étais le seul des originaux dans mon propre lit. Cela me faisait me demander occasionnellement combien de temps il faudrait avant qu'il y ait un autre occupant dans mon lit. Pourtant, il n'y avait pas de temps pour pleurer. Chaque matin, il se levait avant l'aube, s'attachait dans son Hurricane et se battait une fois de plus pour défendre les cieux britanniques. Le matin du 15 septembre 1940, les cieux au-dessus du sud de l'Angleterre s'assombrirent avec près d'1 millier d'avions allemands. Hitler avait fixé ce jour comme décisif. Si la Luftwaffe brisait le Fighter Command de la RAF, l'invasion suivrait rapidement. En attente à Gravesend, Ginger Lacy sentit la tension bouillonner en lui. Les pilotes et l'équipage au sol se tenaient immobiles, attendant les ordres. Finalement, le téléphone sonna. « Décollage immédiat !» Lacy courut vers son Hurricane. Les hélices prirent vie, les moteurs rugissant alors que l'escadron se précipitait dans le ciel. Grimpant rapidement, Lacy repéra rapidement des vagues de bombardiers ennemis, des Heinkel et des Dornier, escortés de près par des essaims de chasseurs Messerschmitt Bf-109. Lacy choisit un Dornier Do-17 près du bord de la formation, tirant de courtes rafales alors que des obus traceurs l'atteignaient. Les balles s'écrasèrent dans ses ailes et la structure du cockpit, mais il pressa son attaque. Le moteur du Dornier explosa en flammes, il spirala vers le bas. Immédiatement, Lacy pivota, évitant de justesse un autre Hurricane qui passait. Soudain, un Bf-109 trancha devant lui. Il réagit instantanément, virant brusquement à gauche. Le Hurricane répondit sans effort, dépassant son adversaire dans une manœuvre que le chasseur allemand ne pouvait égaler. Les canons de Lacy martelèrent le Messerschmitt, qui se brisa, dispersant des débris dans le ciel ouvert. Mais il n'y avait pas de repos. D'autres Messerschmitt plongèrent derrière lui. Les tirs de canon éclatèrent, les balles déchiquetant son fuselage. Son moteur cracha, la fumée se déversa sous le capot et les flammes commencèrent à lécher autour de son cockpit. Désespérément, il fit glisser la verrière vers l'arrière, arrachant son harnais alors que le feu engloutissait l'intérieur du cockpit. Plongeant la tête la première dans l'air libre, il manqua de peu de heurter l'aileron de queue, dégringolant violemment avant de tirer la poignée. Son parachute s'ouvrit quelques secondes avant l'impact. Quelques instants plus tard, il atterrit lourdement près de Maidstone, meurtri et épuisé, son Hurricane brûlant dans un champ voisin. Chancelant debout, il se sentit engourdi d'incrédulité. Pourtant, sans hésitation, il trouva rapidement un transport de retour à Gravesend. En fin d'après-midi, l'essai était à nouveau en vol, pilotant un autre Hurricane directement au combat. Dans la vague tardive, son escadron intercepta d'autres bombardiers allemands. L'essai manœuvra avec expertise, abattant un autre Bf-109 avec un tir précis. Il plongea de la formation, laissant une traînée de fumée et de flammes. Puis, un autre bombardier apparut clairement dans sa ligne de mire. Encore une fois, ses canons martelèrent. Le bombardier vacilla et tomba vers la terre. À la tombée de la nuit, il avait détruit 4 avions ennemis en une seule journée. Contrairement à d'autres pilotes, même certains autres As, l'essai n'essayait pas de prétendre qu'il pilotait un Spitfire. Il évitait les combats aériens avec les chasseurs s'il le pouvait et préférait chasser les bombardiers, une tâche dans laquelle le Hurricane excellait. Les Hurricanes représentaient plus de 60% des pertes de la Luftwaffe pendant la bataille d'Angleterre, la majorité étant des bombardiers. Leur stabilité et leur structure robuste les rendaient mortels au combat et indulgents pour les jeunes pilotes. Les stagiaires s'adaptaient rapidement à sa manipulation simple et aux configurations directes, rendant les Hurricanes hautement remplaçables, même si les pertes montaient. L'attaque totale de Hitler fut un échec humiliant. Lassay et des centaines de pilotes britanniques réussirent à détruire près de 60 avions de guerre ennemis, tout en endommageant d'innombrables autres en une seule journée. Quelque chose était douloureusement clair. Si Hitler voulait continuer à bombarder la Grande-Bretagne, il manquerait d'avions tôt ou tard. Les pertes infligées ce jour-là convainquirent le haut commandement allemand d'abandonner les plans d'invasion immédiate. L'opération Sea Lion fut bloquée indéfiniment.
La RAF avait tenu bon. Alors que l'automne s'approfondissait en hiver 1940, les tactiques allemandes passèrent à des raids de bombardement nocturnes incessants sur la Grande-Bretagne. Londres, Coventry et les centres industriels brûlaient sous des assauts nocturnes. Le Fighter Command de la RAF s'adapta de toute urgence. Le Hurricane fiable passa rapidement à un nouveau rôle, chasseur de nuit. Les ingénieurs équipèrent l'avion de radars, transformant ses capacités. Les pilotes apprirent les méthodes d'interception, traquant les bombardiers ennemis à travers l'obscurité en utilisant le guidage radar contrôlé au sol. L'armement du Hurricane évolua, remplaçant les mitrailleuses par des canons hispano-dévastateurs de 20 mm, mortels contre les bombardiers lents pris dans les projecteurs. Bien qu'inexpérimentés dans les opérations de nuit, les pilotes de la RAF s'adaptèrent rapidement, en grande partie grâce aux caractéristiques de vol stable du Hurricane. Sa maniabilité indulgente réduisait la charge de travail du pilote dans des conditions nocturnes exigeantes, permettant de se concentrer sur le guidage radar et l'interception des cibles. Bientôt, les Hurricanes traquèrent les bombardiers de la Luftwaffe à travers l'obscurité, les frappant assez fort pour émousser les campagnes de bombardement de l'Allemagne. Ginger Lacy, maintenant un vétéran chevronné, passa du service de première ligne à l'instruction de pilotes frais. Ses compétences, acquises à travers des centaines d'heures de combat, s'avérèrent inestimables pour les stagiaires. Lacy insista sur le tir de déviation et les tactiques de virage serré qui lui avaient sauvé la vie à plusieurs reprises. Il inculqua des compétences de survie essentielles aux jeunes pilotes, susceptibles de faire face à des batailles aériennes de plus en plus désespérées. Les nouveaux pilotes absorbèrent rapidement sa pragmatisme impitoyable. De l'avis de Lacy, le sentimentalisme ne les garderait pas en vie, la compétence et la précision le feraient. Pendant ce temps, les Hurricanes servirent bien au-delà de la Grande-Bretagne. À Malte, des escadrons désespérés de la RAF dépendaient fortement d'eux pour se défendre contre des raids de l'Axe écrasants. En Union soviétique, les Hurricanes devinrent les premiers chasseurs importants de pré-bail fournis par la Grande-Bretagne. Près de 3000 arrivèrent, combattant la Luftwaffe aux côtés des chasseurs soviétiques. Les pilotes russes les considérèrent d'abord avec scepticisme, croyant qu'ils recevaient les restes laissés par la RAF. Ces avions étaient plus lents que les chasseurs allemands après tout. Mais bientôt, les soviétiques apprirent à apprécier la durabilité du Hurricane, la facilité d'entretien et la fiabilité dans des conditions hivernales rigoureuses. La polyvalence de l'avion le transforma en un cheval de bataille mondial fiable. Il faisait tout, interception de bombardiers, attaque au sol et reconnaissance. Bien qu'éclipsés publiquement par l'élégance du Spitfire, les Hurricanes étaient désormais universellement respectés parmi les pilotes et les équipes au sol. Début 1943, Ginger Lacy arriva en Inde, réaffecté loin des cieux européens familiers. Maintenant promu lieutenant de vol, il fut chargé de former des pilotes pour combattre les Japonais en Birmanie, un théâtre radicalement différent. Le terrain de jungle épais, le climat humide et les tactiques ennemies inconnues défiaient même les pilotes chevronnés. Lacy s'adapta rapidement, apportant une expérience de première ligne aux jeunes pilotes sous son commandement. Il leur enseigna des techniques de combat façonnées par des combats désespérés au-dessus de l'Angleterre, soulignant le vol en formation discipliné, le tir de déviation précis et les tactiques agressives mais calculées. Il était dur, direct et respecté. Bientôt, Lacy prit le commandement de l'escadron numéro 17, volant contre l'armée de l'air japonaise. Le 19 février 1945, dirigeant son escadron près de la frontière birmane, il rencontra une formation de chasseurs agiles Ki-43 Oscar. Tournant brusquement, il poursuivit un avion ennemi tentant des manœuvres d'évasion. En quelques secondes, il tira une courte rafale de ses canons. L'Oscar explosa violemment, des fragments tournoyant dans la canopée de la jungle en dessous. Remarquablement, il n'avait utilisé que 9 obus de canon de 20 mm. C'était sa 28e et dernière victoire confirmée. Lacy devint l'un des très rares pilotes de la RAF qui combattirent à la fois le premier et le dernier jour de la guerre. Comme Lacy, le Hurricane atteignit les coins les plus reculés du monde. Les Hurricanes tropicalisés, équipés de filtres à poussière et d'équipements renforcés, fonctionnèrent de manière fiable au-dessus de la Birmanie et de Singapour, supportant une chaleur oppressante, l'humidité
et des pluies de mousson incessantes. Ces avions, robustes et polyvalents, apportèrent des contributions critiques partout où ils furent assignés, se révélant inestimables bien au-delà des cieux d'Europe. Lorsque le Japon capitula en août 1945, la guerre de Lassay prit finalement fin. Il retourna en Grande-Bretagne, épuisé mais vivant. Revenant à la vie civile, Lassay continua à poursuivre sa passion pour le vol. Il devint instructeur, partageant sa vaste expérience dans les écoles de pilotage près de Bridlington dans le Yorkshire. En 1969, Lassay conseilla le cinéaste Guy Hamilton sur la production épique La bataille d'Angleterre, assurant l'exactitude historique et des séquences aériennes authentiques. Hamilton le loua chaleureusement. « J'ai confié à Ginger Lassay d'être mon principal conseiller. Il était vraiment un bon gars, totalement inestimable. » Quant au Hurricane, l'histoire en vint progressivement à reconnaître son rôle critique. Alors que le Spitfire capturait l'imagination publique avec son profil élégant et ses courbes gracieuses, les historiens reconnurent finalement le Hurricane comme l'avion responsable de la destruction de la plupart des avions de guerre ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale. Au plus fort de la bataille d'Angleterre, les Hurricanes équipaient 2/3 des escadrons de chasse britanniques. Ils abattirent plus de bombardiers allemands que tous les autres avions alliés combinés. Leur conception robuste, leur facilité d'entretien et leur maniabilité indulgente les rendirent parfaits pour des pilotes formés à la hâte jetés dans un combat désespéré. Le Hurricane n'était peut-être pas l'avion le plus rapide ou le plus glamour, mais il était celui qui comptait quand ça importait le plus. Pendant que le Spitfire brillait sous les projecteurs, le Hurricane fit le travail ingrat, silencieux, fiable et mortel. Sans lui, la Grande-Bretagne serait peut-être tombée en 1940. L'avion oublié qui sauva une nation. L'arme inattendue qui gagna la guerre. Si cette histoire vous a captivé, laissez un like, commentez ce que vous pensez de cet avion extraordinaire qui a sauvé la Grande-Bretagne et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires fascinantes d'aviation militaire.